Alors, je me présente, Stéphanie Milo, je suis du Consortium en développement social de la Mauricie. En fait, à l'origine de cette initiative-là, le webinaire sur les inégalités sociales, en fait, on est 3 partenaires, en fait, la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, nous, le Consortium, et le Centre de recherche sociale appliquée. En fait, on a 3 organisations, en fait, qui sommes partenaires, qui s'intéressent à la question des inégalités sociales. Et puis, dans le fond, on a eu comme idée d'organiser un petit groupe de type un peu éducation populaire pour comprendre l'enjeu, en fait, de la question des inégalités sociales. Puis on s'est dit, ben, on a fait un projet à Mauricie, un premier projet où on voulait avoir le point de vue des personnes sur la question, leur situation vécue. Alors, on s'est demandé, ensuite, on a vu qu'il y avait d'autres partenaires qui travaillaient aussi au Québec, toute la question de la réflexion sur les inégalités sociales en période de pandémie. Alors, on a activé nos réseaux, on a mis en commun nos réseaux respectifs. Et puis, en fait, ça fait pas juste un petit groupe d'éducation populaire, mais la magie du web fait un très grand groupe, en fait, où le Québec est réseauté. Alors, on a des gens du réseau des groupes de femmes, du réseau du développement social, on a des gens des gouvernements, on a des gens de ministères, plus précisément le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, de la Santé et Services sociaux, des organismes communautaires, des municipalités, des élus. Bon, quand on commence à faire une liste comme ça, on en oublie toujours des gens du milieu de la philanthropie, des gens aussi, des intervenants qui sont bien sûr de la Mauricie, mais aussi de la Gaspésie, de Québec, de Montréal, de la Naudière. Alors, à chacun, bienvenue au webinaire. Sans plus tarder, peut-être juste présenter rapidement les personnes qui ont participé à l'organisation du webinaire. Vous allez voir peut-être apparaître là, Amélie Lantaigne, qui est du Centre de recherche sociale appliquée, en fait, qui participe avec nous à l'organisation. Amélie, elle est l'hôte de la rencontre d'aujourd'hui, ainsi que je laisse la parole à Joanne Blais, de la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, qui va animer la rencontre. Et puis, parmi les personnes participantes, soulignons aussi la participation de Lise Saint-Germain, du Centre de recherche sociale appliquée, qui a travaillé avec nous à l'organisation de la rencontre. Alors, chacune, je vous souhaite un bon dîner. Merci d'utiliser cette période-là du midi pour vous intéresser à la question des inégalités sociales avec nous. Bon webinaire, pardon. Alors, bonjour, je suis Joanne Blais, directrice de la table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous pour cet événement. On va appeler ça un événement virtuel qui sera fort intéressant. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les panélistes qui seront avec nous aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi qu'il y a Amélie qui est en soutien technique pour recueillir les commentaires, les questions au fur et à mesure que vous en aurez là, au niveau technique. On vous rappelle aussi que cet événement-là sera enregistré et disponible sur les sites web des partenaires qui font partie de cet événement. Aussi, évidemment, si vous avez des questions, des réponses, il faut utiliser la fonction QR qui est au bas de votre écran. Donc, si vous avez moins l'habitude d'utiliser Zoom, vous avez juste à passer votre curseur au bas de votre écran sur la bande noire. Vous allez voir apparaître plusieurs points, éléments sur lesquels on peut cliquer. Vous allez cliquer sur le Q et R et c'est à cet endroit que vous allez inscrire vos questions. Et s'il s'agit de questions techniques, Amélie va y répondre. Sinon, si c'est des questions plus d'ordre théorique ou du contenu, ben on aura une période de questions à la fin. Parfait. Donc, je pense que ça y va comme ça. Donc, j'y vais sans plus tarder. Je vais vous présenter nos panélistes. Aujourd'hui, on a Marie-Pierre Saint-Louis du Centre de recherche sociale appliquée, le CRSA communément appelé, qui va nous présenter en fait, pas de R, une synthèse sur un projet qui a été réalisé par notre région, la Mauricie, donc bienvenue en Mauricie. Le titre du document, c'est Veille sur les inégalités en contexte de pandémie, le point de vue des Mauriciens et Mauriciennes durant la première année de pandémie. Marie-Pierre, elle est une professionnelle du CRSA
et elle est titulaire d'une maîtrise en sociologie et d'un diplôme de 3e cycle en analyse et évaluation des services, organisation des systèmes de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Organisation et système, pardon. Outre ses expériences professionnelles en coopération internationale, elle s'intéresse aux pratiques de concertation et à l'action collective en matière de développement social, de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, aux approches participatives de recherche et d'évaluation qu'elle met en pratique dans ses accompagnements autant qu'en évaluation. Elle manipule plusieurs outils d'analyse des données et de mise en forme des résultats. Donc, notre première panéliste, Marie-Pierre Saint-Louis. Je pense que je vais y aller une panéliste à la fois. Hein. Dans le fond, ça va être mieux en même. Donc, sans plus tarder, la parole est à Marie-Pierre. Bonjour tout le monde. Je vais juste m'installer pour pouvoir débuter ma présentation. Vous voyez bien, est-ce que quelqu'un peut me répondre pour être sûr qu'on est dans... Oui, parfait. Oui. Je suis en mode présentation, donc ça demande un petit peu d'organisation au niveau des écrans. Bonjour tout le monde. Merci d'être aussi nombreux, nombreuses à participer à ce webinaire. Je m'appelle Marie-Pierre Saint-Louis, comme Joanne m'a présenté. Et c'est moi qui vais présenter le projet de veille sur les inégalités en contexte de pandémie qui a été réalisé en partenariat entre le Consortium en développement social de la Mauricie, la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie et le Centre de recherche sociale appliquée, le CRSA. La particularité du projet que je vous présente aujourd'hui, c'est de documenter les enjeux de développement social dans le contexte de la pandémie, mais tout particulièrement du point de vue des personnes qui sont exposées aux inégalités, mais aussi des acteurs et actrices qui interviennent auprès d'elles. Donc, le projet, nous avons rencontré 4 hommes, 8 femmes en entrevue individuelle, réalisé aussi un groupe de discussion avec des femmes atikamekw. On a aussi rencontré plusieurs représentantes d'organismes. En fait, 8 groupes de discussion ont été réalisés, 53 représentantes et 12 représentants ont été rencontrés. Et l'objectif de cette veille était d'avoir une lecture régionale des enjeux de développement social en contexte de pandémie, mais aussi d'utiliser l'approche ADS+, autant dans la manière de collecter les données que dans l'analyse à faire. Donc, ici, on peut voir à droite, quand on s'est intéressé à différents groupes spécifiques de la population pour venir documenter le contexte de la pandémie. Et on a utilisé plusieurs données statistiques pour venir mieux comprendre de qui on parle lorsqu'on des personnes ont exposé aux inégalités en Mauricie. Par ailleurs, la veille a surtout cherché à mettre l'emphase sur l'importance de l'intersection des vulnérabilités pour bien comprendre l'impact de la pandémie sur les conditions de vie des personnes. Donc, dans les faits, subir simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination a un impact sur la capacité des personnes à réagir à l'adversité en contexte de pandémie. C'est beaucoup ce que la veille nous a permis de percevoir. Et la présentation que je fais aujourd'hui, on a seulement 15 minutes chaque présentatrice, donc et présentateur. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter le rapport synthèse qui se trouve sur notre site Internet. J'inviterai ma collègue Amélie à le mettre dans la boîte de discussion, le lien pour pouvoir le consulter. Donc, tout d'abord, la précarité économique, c'est une dimension qui est centrale pour bien comprendre l'impact de la pandémie chez les personnes exposées aux inégalités. Ce groupe il est particulièrement important dans la Mauricie.
En fait, le taux de faible revenu était d'environ un peu plus de 9 en 2016 dans la région, ce qui en fait la troisième région la plus pauvre du Québec. Puis ce taux-là augmente significativement pour les personnes de 65 ans et plus particulièrement pour les femmes, hein, à environ 30 comparativement à 28 pour les hommes. Les personnes autochtones sont aussi surreprésentées dans cette catégorie, autant les personnes autochtones qui habitent en communauté que celles qui habitent en ville. Par exemple, en 2016, la fréquence de faible revenu était de 33 pour les personnes autochtones qui vivent à Trois-Rivières, comparativement à 17 pour la population générale. Puis cet écart de faible revenu avec la population générale et les personnes autochtones est encore plus grand lorsqu'on se concentre uniquement chez les hommes. Les personnes immigrantes aussi sont particulièrement touchées par les précarités économiques, hein. Elles ont plus de difficultés à trouver un travail, elles ont des plus petits salaires. Par exemple, la fréquence de faible revenu était de 70 pour les femmes et de 40 pour les hommes en Mauricie. Le fait de travailler, hein, ça n'empêche pas quand même de vivre la précarité économique. Les données recueillies nous montrent que les travailleurs, et tout particulièrement les travailleuses, celles qui sont moins rémunérées, ont été plus nombreuses à perdre leur travail et vous pouvez consulter les sources dans notre rapport synthèse. Ici, je vous inviterai à regarder un témoignage qu'on a reçu d'une mère immigrante qui montre bien l'intersection des vulnérabilités, comment ça a pu avoir un impact sur sa qualité de vie et celle de sa famille. Donc, je suis arrivée au Québec 1 an avant la pandémie. Même si je parle un peu français, il est impossible pour moi de faire des échanges par téléphone. Aussi, nous avons dû arrêter les cours de francisation pour subvenir aux besoins de la famille. Mais maintenant, avec la COVID, ce n'est pas facile de trouver un travail et de le conserver. Donc, on peut voir qu'en contexte de pandémie, tous les défis qu'elle vivait déjà auparavant, hein, sont devenus presque insurmontables. De plus, il faut comprendre que le confinement a fait apparaître des nouveaux besoins. Par exemple, les télécommunications, hein, sont devenues presque un bien essentiel, autant pour garder un lien avec l'extérieur, donc un lien avec son réseau, mais aussi permettre aux enfants de poursuivre leurs études à distance. Et les témoignages nous ont montré que certaines personnes, hein, se sont retrouvées devant des choix difficiles, surtout celles qui étaient en très grande précarité économique, le choix d'acheter de la nourriture parfois et de conserver leur accès Internet. C'était une réalité qui était vécue par certains. L'isolement, hein, est une autre dimension qui a pu accentuer l'impact de la pandémie. En fait, le fait de vivre seul peut représenter en soi un facteur qui est aggravant à la pauvreté et à l'exclusion, surtout en contexte de pandémie, de confinement. Les personnes qui vivent ça sont très nombreuses en Mauricie. Encore une fois, la région ne fait pas très bonne image. Elle a le plus haut taux après Montréal de personnes qui vivent seules. Selon le recensement de 2016, un peu plus de 20 des personnes de 15 ans et plus habitent seules. Et à partir de 65 ans et plus, les femmes sont particulièrement touchées par cette réalité. Et le fait de vivre seul n'est pas le seul élément qui contribue à l'isolement. D'après un sondage qui a été réalisé par l'INSPQ, les femmes ont plus tendance à ressentir un sentiment d'isolement que les hommes. Donc, le fait de limiter leurs relations sociales les affecterait davantage. Il y a aussi d'autres groupes qui ont été touchés par l'isolement. On pense par exemple aux jeunes, hein, qui ont dû réduire leurs activités sociales à un moment où le réseau est extrêmement important. Il y a aussi les nouveaux parents qui nous ont parlé que c'était difficile d'intégrer des nouveaux rôles dans un contexte où ils ne pouvaient pas bénéficier de l'entraide de leur réseau.
Encore une fois, je vous invite à regarder 2 témoignages. Le premier qu'on voit en haut montre comment l'isolement peut avoir un effet dévastateur sur la santé en général des personnes. Donc, le fait de se sentir seul, la perte de routine de vie, de motivation, le peu de lien social sont des éléments qui peuvent venir affecter la santé des personnes, surtout celles qui sont très fragilisées. Ici, on peut voir ma famille est âgée, elle vit seule et ses enfants sont à l'extérieur. Pendant le confinement, j'ai vu sa situation dépérir grandement. Son état de santé physique et psychologique s'est aggravé. Alors qu'elle était une femme assez autonome, elle est devenue une personne en grande perte d'autonomie qui devra prochainement être placée. Le deuxième témoignage, quant à lui, présente un groupe de la population qui est souvent invisible. Ce sont les personnes qui participent seulement aux activités libres sans inscription, donc au sein des organismes qui viennent utiliser par exemple l'ordinateur ou l'aide alimentaire. Donc, ces personnes n'ont pas pu être appelées lors du premier confinement puisque les organismes n'avaient pas leurs coordonnées. Donc, elles ont été laissées seules dans une grande détresse, amenant parfois jusqu'au suicide. Pour ces personnes, les activités libres représentaient parfois leur seul contact avec la société. Ici, c'est un autre groupe de la population qui a été particulièrement touché, c'est les personnes qui ont des limitations, des incapacités les rendant plus dépendantes des services publics ou communautaires. C'est un groupe qui a été fortement affecté par la pandémie. En Mauricie, il y aurait près de 25 000 personnes qui ont un handicap et 3/5 seraient des femmes. Les femmes âgées sont plus enclines à vivre dans ce contexte de vie qui nécessite souvent des services ou un soutien qui est adapté, qui ont été particulièrement difficiles à offrir, surtout pendant le premier confinement. Pour les personnes de 65 ans et plus, ce serait près de 25 de la population qui ont des incapacités en Mauricie. Et cette proportion est encore plus élevée dans certaines MRC. Par exemple, elle serait de près de 30 dans la MRC de Mekinac, alors que la moyenne du Québec est de 18 les personnes qui vivent avec des besoins particuliers, oui, il y a les personnes âgées, mais on pense aussi aux enfants. En 2020, en Mauricie, un peu plus de 26 des enfants de la maternelle étaient vulnérables dans au moins un domaine de développement. Puis ce pourcentage est encore plus élevé chez les garçons avec 33 il y a aussi tous les enfants qui ont des diagnostics. Un peu plus de 10 enfants entre 0 et 5 ans sur 1000 reçoivent le programme de supplément pour enfants handicapés en Mauricie. Donc, pour tous ces enfants-là qui ont des besoins particuliers, la rupture de service durant le confinement ont eu parfois un effet de recul là, des acquis, creusant ainsi les écarts qui étaient déjà existants. Et aussi laissant les parents seuls pour soutenir leurs enfants. Encore une fois, j'aimerais vous présenter un témoignage. Les contacts par téléphone avec les personnes en situation de handicap intellectuel, là, on ne parle pas nécessairement des enfants, mais des personnes qui venaient dans des activités d'éducation populaire, sont parfois difficiles. Ce sont souvent les parents qui répondent et qui nous avons de la difficulté à avoir un contact direct avec elles. De plus, elles sont nombreuses à être demeurées à la maison lors de la reprise des activités puisqu'elles habitent avec leurs parents plus âgés et à risque de développer des formes graves de la maladie. Ici, on fait référence à la perte du lien de proximité, hein, ce lien qui se construit dans la confiance est encore plus essentiel pour accroître la portée des interventions avec des personnes qui sont très vulnérables. Et cette perte est encore plus néfaste pour les personnes qui vivent dans des relations, par exemple, qui sont malsaines ou de la violence conjugale à la maison.
Marie-Pierre, il te Oui, reste peut-être 2 minutes. oui, j'ai presque fini. Parfait. Merci, Joanne. Donc, dans le contexte de la pandémie, les organismes se sont positionnés en rempart pour venir soutenir les personnes les plus démunies. En fait, en Mauricie, c'est presque c'est 2,8 millions, là, grosso modo, qui ont été assignés sur des mesures d'urgence pendant le premier confinement. Mais même à ça, la capacité des organismes a été mise à rude épreuve. On se retrouve dans un contexte où il y a de l'épuisement des ressources humaines. Les règles sanitaires ont aussi augmenté la charge de travail. On fait plus de nettoyage, on dédouble les activités pour respecter les ratios. Dans un contexte où il y a une augmentation des congés de maladie, une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Il faut comprendre que les investissements ne pouvaient pas permettre une augmentation des salaires, ce qui aurait pu, par exemple, avoir un effet positif pour limiter la pénurie de main-d'œuvre. Donc, les organismes ont dû également se priver de leurs bénévoles qui étaient plus âgés ou même des campagnes de financement. Ça a eu différentes conséquences. Les organismes doublent et triplent leurs activités, mais ils n'ont pas nécessairement la capacité de répondre aux nouvelles demandes. Ils le font seulement pour respecter les ratios. Plusieurs d'entre eux sont aussi des milieux de vie, les organismes, donc les personnes qui fréquentent les utilisaient pour socialiser, mais aussi pour avoir accès à de la nourriture. Et avec avec les mesures sanitaires, les milieux de vie n'ont pas pu poursuivre, donc ça a augmenté les demandes en distribution alimentaire. On voit aussi les activités en présence qui ont été remplacées par des suivis virtuels pendant le premier confinement, surtout, ce qui a effrité en fait le lien de proximité, de confiance qui est nécessaire pour pouvoir intervenir avec des personnes qui sont très vulnérables. Et pour conclure, les témoignages ont mis de l'avant une grande force d'adaptation et de résilience des milieux. Plusieurs partenariats se sont mis en place, soit pour offrir de la distribution alimentaire ou pour répondre à des nouveaux besoins. On voit les organismes qui se sont aussi adaptés en rendant des services à domicile, en offrant des ateliers numériques, en prêtant du matériel, remplissant des formulaires avec les personnes. Les interventions aussi se sont aussi modifiées pour venir déconstruire la radicalisation ou l'anxiété chez les personnes avant de pouvoir offrir l'accompagnement nécessaire. Et la pandémie a aussi permis de rentrer en contact avec des nouvelles personnes qui n'utilisaient pas les services. Elles avaient des besoins, elles vivaient dans des situations précaires, mais elles réussissaient à s'en sortir. Elles avaient parfois peur du jugement. Donc, la pandémie a été une occasion pour rentrer en contact avec elles, puisque avec la distribution à domicile, on a pu les connaître. La même chose pour l'aide à domicile qui a été offerte, ça l'a permis d'observer des conditions de vie très difficiles à domicile, particulièrement chez les hommes qui vivent seuls. C'est un groupe de la population qui est invisible des services. Puis, donc, aller à domicile, leur offrir de l'aide alimentaire a permis de rendre cette situation visible. Donc, pour conclure, la présence des inégalités, ce n'est pas une nouvelle réalité en Mauricie. La pandémie a seulement exacerbé, en fait, une réalité qui était déjà présente. Et la veille, le fait de se réunir puis de discuter de cette réalité a permis de mettre en lumière plusieurs intersections de vulnérabilité puis de rendre visible aussi des angles morts pour pouvoir trouver des stratégies pour mieux répondre à ces besoins. Merci. Merci, Marie-Pierre. Donc, si vous avez des questions ou des réponses adressées à Marie-Pierre, on vous invite à les inscrire dans la section Q&A, questions-réponses. Et à la fin du panel, Amélie va diriger les questions aux panélistes. Donc, on va poursuivre sans plus tarder avec la prochaine panéliste qui va nous faire une présentation sur les facteurs de vulnérabilité et de protection face à la pandémie. Enquête auprès des populations moins nanties au Québec. Notre panéliste, c'est Sandy Torres, chercheuse à l'Observatoire québécois des inégalités.
Sandy détient un doctorat en sociologie et un certificat en rédaction professionnelle avant de rejoindre l'Observatoire québécois des inégalités. Elle a exercé à son compte la recherche sociale appliquée dans plusieurs régions du Québec. Elle s'intéresse aux inégalités sociales et économiques, à la participation citoyenne, à l'évaluation des politiques publiques et au transfert de connaissances. Ses plus récents travaux ont porté sur les inégalités de revenus au Québec et sur les conséquences de la pandémie auprès de populations vulnérables. Donc, voilà, Sandy, c'est à toi. Joanne, bonjour à tout le monde et en particulier un petit bonjour particulier à la Mauricie qui est ma première terre d'accueil. Alors, je remercie tout d'abord les organisatrices d'avoir créé cette occasion de partager nos constats sur les inégalités et les vulnérabilités. Qu'on a pu observer sous différents angles. Vous verrez qu'il y a des approches différentes parmi les panélistes et des approches complémentaires, à mon avis. Alors, l'Observatoire beaucoup d'autres organisations ont signalé dès le premier confinement les conséquences inégales de la pandémie auprès d'une diversité de personnes et dont la plupart avaient en commun en fait de disposer de bas revenus. Et c'est pourquoi il a paru pertinent à l'Observatoire, dans une approche qui se voulait complémentaire par rapport aux autres études qui étaient effectuées, de se pencher sur les répercussions de la crise sanitaire sur une partie de la population québécoise dont les revenus étaient faibles ou modestes. Alors, c'est ça qui a donné naissance au projet Résilience, qui documente en fait plusieurs dimensions du vécu de la pandémie et qui se centre sur une partie de la population dont les revenus se situent approximativement dans les 40% les moins élevés, si on considère la répartition de l'ensemble des revenus de la province. Alors, en fait, une population qu'on peut juger plus vulnérable là, sur le plan socio-économique. Alors, le projet, brièvement, vous dire qu'il a commencé au tout début de 2021. Il se termine bientôt, il est donc encore en cours et il aura permis finalement de couvrir 1 an et demi de pandémie, quelque part entre la 2e vague et la présente 5e vague. Voilà, donc sachez quand même aussi que le projet Résilience est financé par plusieurs ministères et quelques autres partenaires. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un tout petit aperçu des résultats issus d'un sondage que l'on a mené dans le cadre de ce projet-là et qui a fait l'objet d'une première publication là, qui est disponible sur le site web de l'Observatoire. J'imagine, Amélie, que tu vas indiquer le lien à un moment donné. Et puis, donc en fait, le projet comprend une enquête, mais qui s'est faite en 2 temps. D'abord, un sondage donc effectué par la firme Léger auprès de 1354 personnes et un approfondissement en entrevue auprès d'une 50aine de personnes encadrées par moi-même et parmi les personnes qui avaient été sondées en fait. Et cette phase de l'enquête est encore en cours, elle va faire l'objet d'une autre publication ce printemps. Mais pour tout de suite, si vous avez besoin de précisions, de compléments sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous invite à vous référer au premier rapport qui est disponible. Alors, bon, je ne vais pas vous présenter des témoignages, moi, mais pour faire variation, je vais vous présenter quelques chiffres et quelques graphiques. Amélie, tu pourrais lancer la présentation et peut-être aller à la diapositive 3. Brièvement, vous donner un peu de contexte sur le sondage. Le sondage a été réalisé à l'été 2021. Il visait à faire le point, prendre une photo là, un peu plus d'1 an après la déclaration d'urgence sanitaire. Et on voulait faire le point sur les répercussions de la pandémie dans plusieurs dimensions de la vie quotidienne, la santé, l'emploi, le réseau social, etc. On voulait faire le point également sur les besoins qui étaient toujours présents, donc plus d'1 an après le début de la pandémie, et également sur le recours à diverses ressources mises à profit pour traverser cette période, des ressources gouvernementales, communautaires, etc.
Donc, l'idée qu'il y avait en arrière du sondage, là, c'était de mieux cerner des facteurs de vulnérabilité, mais aussi des facteurs de résilience. C'est ça, ce qui permettait à cette population sondée de traverser la crise. Alors, la population à l'étude du sondage, il faut bien comprendre que, bon, là, elle correspond à un bassin assez large de la population qui rassemble à la fois des personnes qui peuvent être en situation de pauvreté et des personnes qui sont, disons, à la marge des classes moyennes. Donc, il faut quand même garder à l'esprit que les résultats ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble de la population, puisque donc ça concerne qu'une fraction moins nantie. Et les résultats ne peuvent pas non plus être généralisés aux personnes en situation de grande pauvreté. On sait pertinemment que dans le sondage, là, on n'a pas réussi à rejoindre certaines populations, ou très peu. Alors, Amélie, tu pourrais passer à l'autre diapositive brièvement, quelques indications sur les caractéristiques de l'échantillon, juste pour vous dire, évidemment, vous avez tous les détails méthodologiques dans le rapport, là, mais juste pour vous dire qu'il peut être intéressant de remarquer que dans cet échantillon qui cible les moins nantis, on a quand même un peu plus de femmes et un peu plus de personnes aînées par rapport à leur proportion là, dans l'ensemble de la population québécoise. Et on a également un peu plus de personnes immigrantes, de minorités visibles et de personnes autochtones. Sur la prochaine diapositive, on voit un peu la répartition selon le revenu. En fait, l'échantillon, lui, a été sélectionné en fonction du revenu total du foyer autodéclaré par les personnes qui répondaient au sondage. On voit que les 2/3 finalement, des personnes vivent dans un foyer dont le revenu ne dépasse pas 50 000 $ par an, donc 50 000 $ et moins. Et un peu plus d'un tiers, 36% là, des personnes vivent dans un foyer dont le revenu ne dépasse pas 30 000 $. Sur la prochaine diapositive, on peut voir un peu la répartition, là, voir qui est surreprésenté parmi ceux qui ont les revenus les plus faibles. Donc là, vous voyez que de façon significative sur le plan statistique, on y retrouve plus de femmes que d'hommes. On y retrouve aussi les plus jeunes et les plus âgés, ce qui est tout à fait se retrouve dans d'autres études également. Et également des personnes qui vivent seules. Bon, là, ce sont les personnes célibataires, ce n'est pas exactement synonyme, mais quand même, la plupart vivent seules. Et on y trouve également en grande proportion des personnes en situation de handicap et des personnes moins scolarisées aussi. Alors, entrons plus dans le vif du sujet là, du questionnaire. Sur la prochaine diapositive, vous voyez que c'est ça, une des questions que l'on posait aux personnes consistait à savoir si ils éprouvaient encore des difficultés au moment du sondage. Donc, est-ce que les difficultés rencontrées par les personnes, par ces populations-là moins nanties, étaient aussi aiguës après plus d'1 an de pandémie? Donc là, les personnes étaient invitées à prioriser 3 difficultés reliées à la pandémie. En gros, quand même 2 personnes sur 3 disaient éprouver des difficultés tous ces mois-là après le début de la pandémie, parmi une liste qui leur a été fournie. Et vous pouvez constater sur le graphique là, que les principales préoccupations concernent la santé mentale et physique et aussi les finances personnelles. On voit quand même que dans des proportions qui sont importantes aussi, les personnes se préoccupaient ou mentionnaient leur accès comme étant un problème, leur accès ou leur maintien à l'emploi, de même que l'achat de nourriture en quantité ou en qualité suffisante et la réussite éducative de leurs enfants. Bon, la liste comportait 10 propositions. Là, je vous ai juste présenté celles qui étaient les plus fréquemment mentionnées, mais c'est ça, vous avez d'autres détails dans le rapport. Sur la prochaine diapositive, en fait, je voulais prendre un exemple et regarder quels groupes étaient les plus affectés, ne serait-ce que pour la préoccupation qui est ressortie comme étant la plus fréquente, donc la santé mentale.
Donc, vous voyez que les pourcentages indiqués sont tous significatifs sur le plan statistique, petite parenthèse, selon les tests appliqués par la firme de sondage. Donc, quand il y a des différences supérieures, là, c'est statistiquement significatif. Donc, vous voyez que 37% de l'ensemble des personnes sondées ont mentionné la santé mentale comme étant un problème encore à l'été 2021 pour elles. Et vous voyez là, bon, les pourcentages sont indicatifs. Ce qui est important de voir, ce sont les groupes finalement qui sont les plus affectés. Vous voyez que c'était le cas chez une majorité de jeunes. On sait que la pandémie a eu un gros impact sur les jeunes. On voit aussi que les personnes appartenant à une minorité, qu'il s'agisse de la diversité sexuelle ou de minorités visibles, ou encore de personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, vous voyez que ces personnes-là sont plus vulnérables sur ce plan-là. Et les résultats montrent aussi que les personnes célibataires, vivant seules pour la plupart, ont été plus affectées. Mais c'est aussi le cas chez des familles, donc des foyers où on a une présence d'enfants. Et enfin, on voit également que le fait d'être locataire ou de vivre dans un territoire urbanisé, disons, dans les grandes ou moyennes agglomérations, exposé davantage là, un risque pour la santé psychologique. Ce sont les différences qui sont significativement supérieures. Et enfin, les femmes, Marie-Pierre le mentionnait également dans son étude, les femmes sont également plus nombreuses en proportion à mentionner cette préoccupation pour leur santé mentale, comme bien d'autres enquêtes l'ont montré. Donc, oui, les difficultés étaient encore bien présentes là, pour ces groupes, alors même que la période du sondage coïncidait quand même avec une accalmie de la pandémie et une période estivale. Juste une précision sur peut-être pas une nuance, mais simplement mentionner seulement un tiers, donc des personnes sondées au total, parmi notre échantillon, là, ont déclaré ne rencontrer aucun problème là, parmi la liste qu'on leur avait fournie. Et on trouve là des proportions significativement plus élevées de personnes plus âgées, 65 ans et plus, de résidents dans des milieux de petites municipalités ou de milieux ruraux et des personnes vivant en couple. Alors, ces tendances-là, on va quand même les retrouver là, de façon sensiblement similaire là, dans les autres dimensions explorées par le sondage. Donc, d'un côté, on peut comprendre l'effet protecteur qu'a pu avoir le fait, par exemple, d'être retraité pendant que d'autres perdaient leur emploi ou devaient travailler moins d'heures. Bon. On peut aussi comprendre l'effet protecteur que peut avoir le fait de vivre en couple. Et puis, il y a d'autres études sur d'autres sujets qui le démontrent, alors que certaines personnes seules se trouvaient coupées de leur réseau. Le bémol que j'apporterai, c'est que de notre côté, il faut faire attention à ne pas généraliser ce rôle protecteur, je dirais, pour ne prendre que l'exemple de personnes aînées. Et puis, Marie-Pierre l'a très bien souligné. Ça n'empêche pas dans le même temps la vulnérabilité, par exemple, de certains couples de personnes âgées qui subissent aussi l'augmentation du coût de la vie ou qui, par exemple, que la pandémie a amené à s'isoler davantage. Ça, nous le voyons de notre côté aussi à travers les entrevues. Si on passe à l'autre diapositive, Marie-Pierre parlait de l'isolement. Nous aussi, nous avions une question là, sur le sentiment d'isolement. On sait que c'est un facteur de vulnérabilité important. On a tenté donc de le mesurer à partir de la perception que les gens en avaient. Là, vous voyez les résultats. Donc, en juillet 2021, il y avait 8 personnes parmi notre échantillon qui déclaraient se sentir beaucoup isolées et 24% assez isolés. Donc, ce sentiment, si on additionne les 2 pourcentages, représente environ 1 personne sur 3 qui avait ce sentiment d'isolement. Si on passe à la diapositive suivante. 2 minutes encore, Sandy. Juste 2 minutes. Oui. Donc, si on peut revenir à la diapo précédente, juste pour préciser que là aussi, si on fait l'exercice de regarder quels sont les groupes les plus significativement affectés,
on voit quelles sont les personnes qui ressortent le plus. Et puis, on peut voir également, l'étude du CRSA montre que la situation de handicap vulnérabilise beaucoup, et c'est quelque chose notamment qu'on voit également dans nos résultats. Alors, on pourrait passer à la diapositive suivante, juste pour vous mentionner que le sondage visait aussi à explorer un éventail de soutien dont les personnes moins nanties avaient pu bénéficier, parce qu'on voulait apprécier l'impact que pu avoir les interventions gouvernementales. Je passerai brièvement sur cette diapositive juste pour vous montrer que, évidemment, oui, la PCU, une mesure d'urgence mise en place rapidement, a été quand même bien utilisée là, par un quart des répondants. Je m'attarderai davantage à la diapositive suivante. Sur les autres moyens en fait, de subsistance ou les stratégies vers lesquelles les personnes ont dû également se tourner. Là, vous voyez que 28%, en fait, plus d'une personne sur 4 a utilisé ses économies pour parvenir à combler ses dépenses de base depuis le début de la pandémie. Alors que je vous rappelle, on parle de personnes à revenus faibles ou modestes. Une autre proportion similaire, mais sensiblement moins élevée, a eu recours au crédit à la consommation, 23%, là, ont davantage utilisé leur carte de crédit, et 6% ont emprunté sur une marge de crédit personnel. Et enfin, 11% ont pu compter sur leur entourage là, sur le plan financier. Donc, ces personnes sondées là, qui ont recours à ces 4 options, c'est intéressant de voir que ce sont plus souvent des familles dont au moins un parent travaille, mais il y a aussi des personnes dont le revenu ne dépasse pas 30 000 $, donc parmi celles qui ont les revenus les plus faibles, et celles qui ont reçu aussi 2 ou 3 aides gouvernementales. C'est le point que je trouvais important à signaler, parce que du coup, ça peut nous interroger sur en fait, est-ce qu'elles étaient, on peut se demander si ces aides gouvernementales ont été suffisantes, en fait. Bien qu'elles aient été rapidement déployées et qu'on sait que le filet social a soutenu de nombreuses personnes, peut-être que ça n'a pas été suffisant pour soutenir des populations moins nanties, ou certaines du moins pendant la pandémie. Alors, une petite minute, si vous permettez encore, pour conclure. Je mentionnerai brièvement ces quelques éléments-là qui se dégagent à la fois du sondage, mais aussi du projet Résilience dans son ensemble. La crise sanitaire et les mesures préventives là, qui ont été mises en place pour freiner la propagation du virus ont produit, on le sait, des effets disproportionnés là, sur diverses populations moins nanties. Et ça sur différentes sphères de leur vie quotidienne, aussi bien sur le plan de leur santé, de leur réseau social que de leurs finances, par exemple. Le soutien des aides d'urgence et le filet social, le soutien apporté par ça, semble avoir été insuffisant pour certaines personnes. Et l'exemple que je vous donnais auparavant, notamment pour celles qui ont dû puiser dans leurs économies ou s'endetter. Et donc, dernier aspect sur lequel je conclurai, plusieurs éléments se démarquent là, pour favoriser la résilience à la fois des individus et des communautés, comme le soutien de l'entourage, l'importance du réseau social, l'état de santé, un bon état de santé, l'accès aux services ou encore la capacité d'épargne. Il y en a d'autres, mais ce sont les principaux qui se dégagent de notre étude. Et ces quelques constats-là indiquent aussi des voies que l'on pourrait suivre pour mieux soutenir les personnes qui sont désavantagées, non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir, une fois que la crise sera passée. Merci de votre attention. Merci, Sandy. Donc, on va poursuivre avec la prochaine personne panéliste qui va nous faire une présentation sur
un avis qui a été fait par le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, l'avis, c'est l'avis préliminaire portant sur les impacts de la pandémie sur les populations vulnérables. Donc, le panéliste, c'est M. Richard Gravel, qui est l'actuel président du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il est aussi directeur général du collectif des entreprises d'insertion du Québec depuis 2006. Il est un des membres fondateurs du collectif et a assuré la direction générale de 2 entreprises d'insertion cumulant plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'insertion. Diplômé de l'Université de Montréal et membre de l'Ordre des conseillers en relations industrielles agréées, M. Gravel est membre du conseil d'administration de plusieurs organisations communautaires et de concertation. Dans ses fonctions actuelles, il siège à différentes tables et comités concernant les préoccupations des entreprises d'insertion, de l'économie sociale et de la lutte contre la pauvreté et de l'exclusion sociale. Donc, à vous la parole. On ne vous entend pas, M. Gravel. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Dans un premier temps, je veux vous remercier d'avoir pris le temps de participer à cette activité-là parce que je trouve que c'est un dossier qui est particulièrement important. Donc, toute la question de la pandémie par rapport aux personnes en situation de pauvreté. Et je suis assez impressionné là, des résultats des études. Là. Pour nous autres, au comité consultatif, ces études-là, c'est ce qui nous permettent de présenter des avis. Ça nous prend des données. Et c'est les premières là, études là, qui sont plus complètes là, sur l'aspect de la pandémie. Je vais quand même mettre une petite présentation. Vous voyez le partage d'écran? Oui, ça va. Excellent. Parce que je ne veux pas dépasser mon temps, ça va me donner un petit peu de... Donc, grosso modo, là, juste pour vous mettre en contexte, le comité consultatif de lutte à la pauvreté a été créé dans la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en 2005. On a commencé nos travaux en 2006, en mars 2006, et depuis ce temps-là, a produit un certain nombre d'avis sur différents sujets. Le rôle du comité est de conseiller le ministre responsable de l'application de la loi et des stratégies nationales de lutte à la pauvreté. Il donne des avis tant qu'aux politiques gouvernementales ayant des impacts sur la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est une obligation qui est comprise dans la loi. Pour réaliser nos travaux, hein, puis je disais tantôt, là, mais c'est intéressant de voir les résultats de travaux, mais dans le fond, on procède à des consultations, on sollicite les opinions, on demande, là, dans le fond, aux différents organismes, associations, chercheurs universitaires d'alimenter nos travaux pour arriver à des recommandations qui sont faites aux ministres et aux différents ministères. Donc, les avis qui sont produits par le comité consultatif peuvent être soit sollicités par le ministre ou de la propre initiative du comité. Chose qui est intéressante, c'est que dans la structure de la loi, là, il est établi que tous les avis que le comité émet sont publics, donc sont diffusés et sont déposés au ministre. Voilà. Le comité, juste pour rappeler, là, est composé en fait de différentes personnes de la société civile, donc des personnes de regroupement d'employeurs, des personnes qui viennent des milieux syndicaux, des milieux des milieux communautaires, des milieux de lutte et de défense des droits, et est aussi composé de personnes qui vivent et qui sont en situation de pauvreté. Par rapport au contexte plus particulièrement de cet avis-là sur les impacts de la pandémie, dans le fond, c'est en août 2020 que le ministre nous a demandé de se pencher sur la question des impacts de la pandémie sur les populations vulnérables et de voir comment
le mouvement communautaire, les organismes communautaires peuvent contribuer, ou avaient contribué, là, parce qu'on était déjà là, dans la pandémie. Alors, juste pour faire une mise en contexte là, de comment on a pris cet avis-là, là, parce que là, on a une partie préliminaire, mais on va arriver avec une deuxième partie là, de l'avis sur les impacts sur la pandémie. Là. Donc, dans un premier temps, on avait peu de données. Là, hein? C'était beaucoup dans, je ne veux pas dire dans l'anecdote, parce que c'était une anecdote de véhicule, là, on voyait, mais il n'y avait pas de choses, beaucoup d'éléments très colligés. Donc, on se voyait que pour pouvoir documenter notre avis, ça nous prendrait des éléments plus à long terme. Et c'est pour ça qu'on a commencé par dire, bien, dans le fond, comme il y a des éléments présents, on va, dans un premier temps, produire un avis préliminaire sur les choses à faire, mais aussi avoir un regard à plus long terme sur les impacts de la pandémie sur les populations vulnérables. Donc, l'idée, c'était de produire un avis préliminaire qui nomme les actions prioritaires à faire pour, dans une deuxième phase, arriver avec un avis qui donne plus les impacts à long terme. Parce et au fur des travaux, on voit là, notamment sur les personnes plus vulnérables en lien avec l'isolement qui risquent d'avoir des impacts après la pandémie. Ce n'est pas quand la pandémie va être finie que l'ensemble des impacts de cette crise-là vont être résolus. Donc, l'élément de base, c'est sûr, c'est que les inégalités sociales ont été beaucoup plus importantes chez certains groupes, notamment les personnes qui sont en situation de pauvreté, mais je vous dirais de façon plus forte au niveau des personnes qui sont en situation d'exclusion et d'isolement. Donc, en gros, on a vu que la pandémie a exacerbé un certain nombre de problèmes chez ces gens-là et va en générer dans l'avenir. Donc, on parle des impacts au niveau socio-économique. Là, on a vu tantôt là, les premiers constats là, des personnes qui disaient on a utilisé nos économies, des impacts psychologiques forcément. Toute la relation, les vulnérabilités intersectionnelles et on a identifié là, déjà là, dans un premier temps des clientèles, là, mais on l'a vu dans les dernières présentations, là, qui ont été plus touchées. Là. On parle notamment aux jeunes, aux personnes âgées, aux femmes, aux personnes immigrantes, les personnes autochtones et les personnes, les travailleurs précaires là, qui ont été plus touchés par ces éléments-là. L'avantage en 2 temps là, pour notre avis, c'est notamment qu'on veut s'assurer qu'on n'a pas des angles morts sur des clientèles qui, a priori, n'ont pas été retenues là, dans les analyses. Là. Donc, on se donne le temps de pouvoir, dans un deuxième temps, voir peut-être qu'il y a des clientèles qui vont ressortir là, à plus long terme. Donc, les principaux constats de la vie, c'est que l'accroissement de l'isolement social, l'aggravation de l'itinérance, l'exacerbation, l'amplification, en fait, des situations de santé mentale. Je pense que ça est ressorti, mais c'est ressorti dans les études que vous avez présentées. La persistance des inégalités au niveau numérique. Alors, c'est sûr que quand il y a eu le confinement, là, le premier réflexe, c'est de dire, bien, on peut commander en ligne, mais il y a des clientèles qui ne pouvaient pas, qui n'ont pas accès à des ordinateurs, qui n'ont pas nécessairement les compétences, et en même temps, qui n'avaient plus accès aux organisations qui leur permettaient d'avoir accès aux outils numériques. La pandémie a eu des accès sur l'accès aux services publics communautaires. Donc, il y a toute une série d'activités qui ont été fermées parce qu'on disait, bien ça, c'est comme un luxe, mais pour les personnes qui sont en situation d'isolement,
bien, des fois, le service communautaire, l'activité communautaire qui n'avait pas été jugée essentielle, demeurait peut-être le seul temps où ils sortaient, où ils pouvaient socialiser. Et ça, on trouve qu'il y a une action là, qu'il fallait regarder là, et qui n'est pas nécessairement ressortie là, quand en situation de crise, les décisions ont été prises. Par contre, vous voyez, ce qu'on identifiait, c'est qu'il y a eu des impacts positifs, notamment sur comment, et notamment le milieu communautaire, a fait preuve d'ingéniosité, a innové pour offrir des services, ont répondu à l'appel dans un contexte où, et tantôt là, je l'entendais, où c'était pas simple, où il y avait des enjeux de personnel, parce que le personnel des organismes communautaires était aussi atteint par la pandémie, était aussi atteint par la fermeture des garderies, la fermeture des écoles, donc une rareté de main-d'œuvre aussi qui était là, mais aussi un certain nombre de main-d'œuvre bénévoles là, qui n'étaient plus dans les activités. Alors, quelques recommandations importantes qu'on a faites dans l'avis préliminaire, c'est d'abord d'optimiser la gouvernance de la crise au niveau du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, il y a une série de décisions qui ont été prises, notamment en début de la crise, et où on trouve qu'il y aurait dû avoir un regard porté sur l'impact sur les personnes vulnérables qui aurait dû être mieux organisé. Puis on a beaucoup senti là, dans nos consultations que les organismes communautaires se faisaient dire, dépendamment des ministères, là, se faisaient dire des directives qui n'étaient pas nécessairement compatibles les unes avec les autres. Donc là, il y a un enjeu là, de gouvernance qui nous apparaît nécessaire. Après ça, dans les éléments, là, puis là, on se souvient là, que quand on parle de l'avis préliminaire, on parle des choses. Alors, c'est sûr que la situation financière des personnes à l'aide sociale est un élément là, où on a recommandé au ministre d'avoir un regard là-dessus, mais aussi sur les différents aspects là, qui sont privés au plan de lutte gouvernemental. En fait, ce qu'on constate, c'est que les clés pour mieux soutenir les personnes, on les avait même dans le plan de lutte, mais il faut les mettre en branle plus rapidement, les amener de façon plus proactive là, pour mieux supporter les personnes, là, parce que c'est vraiment en temps de crise là, qu'on réalise les limites du tissu social. Et si l'analyse de la pandémie va nous permettre de voir qu'il y a peut-être des éléments dans notre filet social qu'il faudrait rajouter, il faut s'assurer qu'on n'élimine pas les autres éléments qui ont fait que peut-être qu'il y a des éléments qui nous ont permis de mieux passer à travers la crise. C'est la même logique là, autour du renouvellement des différents plans d'action en lien avec les différents organismes. C'est toute la question là, du financement des organismes pour leur donner accès plus rapidement au financement pour pouvoir s'adapter là, dans des situations de crise au type de services à offrir. 2 minutes, Richard. Ah oui, je vais en avoir. Oh, j'arrive justement avec 2 diapositives. Donc, notamment, une des choses qui dans nos recommandations, c'est toute la question de la lecture des indicateurs. Alors, on réalise que les indicateurs de lutte à la pauvreté sont des indicateurs qui nous donnent une lecture souvent beaucoup trop en retard. Donc, là, on vient dire, mais il y a lieu de voir comment on pourrait regarder avec le milieu communautaire, vous donner des indicateurs sur l'impact sur les personnes, mais de façon beaucoup plus proactive. Hein? Donc, en situation de pandémie, il y a des décisions qui ont été prises. Là, je pense entre autres à tout le volet où à la fois l'IPC n'augmentait pas, donc on disait qu'il n'y avait pas de l'inflation, mais quand on regardait ce que les organismes nous disaient, bien, l'augmentation des prix à la consommation était un élément qui ressortait sur le terrain, mais que les données économiques qui arrivent a posteriori, dans le fond, ont donné des retards. Donc, ce qui fait qu'on retarde peut-être des décisions sur lesquelles on aurait
les gouvernements auraient pu agir plus rapidement. Et l'autre élément, là, puis on en a parlé, c'est toute la question de maintenir la continuité des services communautaires là, en période de crise. Donc, juste pour vous dire, ben là, c'est dans le fond, l'avis a été sur notre site Internet là, du comité consultatif. Vous pouvez aller la consulter, a été déposée là, en fin décembre. Là. Et là, on est en train de travailler sur la deuxième partie, là, de documenter l'impact, la contribution des réseaux communautaires, analyser les possibilités de collaboration entre les différents réseaux là, à partir de ce qui s'est vécu durant la pandémie, de documenter davantage les impacts sur des populations vulnérables. Là, on veut ça, un peu ce que je vous disais tantôt, là, on veut être sûr qu'on n'a pas d'angle mort sur des clientèles qu'on n'aura pas identifiées. La question de l'isolement social, bien forcément, là, il faut qu'on travaille pour arriver avec des recommandations plus, parce que c'est des populations qui ont été beaucoup isolées, là, plus isolées qu'ils l'étaient déjà. Donc là, il y a comme un impact là-dessus. Puis, proposer des solutions afin d'optimiser les interventions gouvernementales, documenter les bonnes pratiques. Donc, ça va être l'avis qu'on devrait amener. Donc, l'objectif, dans le fond, du deuxième avis, c'est de donner des perspectives pour pérenniser, dans le fond, des mesures qui vont faire que dans une autre crise, on va pouvoir passer à travers de façon plus efficace et avec moins de répercussions auprès des personnes qui sont en situation d'exclusion ou de pauvreté. Voilà. Merci. Merci, Richard. Donc, la présentation des 3 panélistes est complète maintenant. Il y a quelque chose que je voulais vous dire en tout début de rencontre que j'ai oublié. En fait, j'essaie de toujours faire un mot pour la reconnaissance du territoire autochtone non cédé. Donc, je voulais vous dire que je reconnais et je remercie le territoire Atikamekw sur lequel je suis en ce moment. Comme on est un peu partout, dispersés partout au Québec, ben, je vous invite aussi à reconnaître chacun pour vous le territoire autochtone sur lequel vous êtes actuellement. Si jamais vous ne le savez pas sur quel territoire autochtone vous êtes, vous pouvez consulter, vous allez sur Internet, vous tapez territoire autochtone non cédé, puis ça va vous dire, il va y avoir plusieurs références pour ce faire. Donc, je tenais à mentionner ça. Donc, sans plus tarder, on va poursuivre avec les questions des participants et participantes. C'est Amélie qui a compilé ces questions-là et qui va diriger maintenant les questions aux panélistes. Donc, vas-y, Amélie. Oui, merci beaucoup pour vos questions. C'est encore ouvert. Là. Je vous invite à en rédiger d'autres. On va pouvoir y répondre. Les panélistes vont pouvoir y répondre à l'instant. Donc, ce n'est pas fermé. Nous avons eu déjà quelques questions, dont la première qui provient de Valérie Richer, qui nous demande, selon certaines études, les hommes de la diversité sexuelle sont plus à risque de vivre de la détresse et présentent un pourcentage d'idées suicidaires presque 4 fois plus élevé que les autres hommes de la communauté. Est-ce que ce groupe d'hommes ressort dans vos résultats? Donc, je vous inviterai à répondre. Je crois que oui. Je répondais justement à Valérie que c'est quelque chose que nous n'avons pas vérifié dans les réponses du sondage, mais que nous pourrions vérifier. C'est intéressant qu'elle nous oriente que cette personne nous oriente vers cette problématique-là. Par ailleurs, quand même, dans les entrevues, bien que là, on ne parle plus de proportion, mais cette situation est représentée dans nos entrevues. Nous avons des personnes de la diversité sexuelle qui vivent vraiment beaucoup de détresse. Nous n'en avons pas énormément, là, mais c'est une situation qui est représentée et dont on parlera au moment opportun. Merci beaucoup. Quant à nous, l'enjeu n'est pas ressorti. On avait des organismes qui représentaient la diversité sexuelle qui ont participé au groupe de discussion, mais il n'y a pas eu
d'enjeux spécifiques qui sont ressortis pour cette population en Mauricie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on n'a pas pu le documenter. Parfait, merci. Donc, prochaine question. Oui, elle provient de Lucie Lafrance qui nous demande « Seulement 26% ont pu profiter de la PCU. Est-ce que cela vous a étonné à l'Observatoire? Moi, cela me surprend. » J'étais justement en train de répondre à Lucie. Ça peut être surprenant, mais il faut regarder la composition de l'échantillon qui comprend quand même un pourcentage important de personnes à la retraite, donc qui ne sont pas concernées. Alors, tu sais, quand on fait le pourcentage sur l'ensemble de la population, ça peut être plus faible. Puis donc, il y a quand même 30%, je pense, de personnes à la retraite dans mes souvenirs, dans l'échantillon, puis des personnes qui ne travaillent pas non plus pour diverses raisons. Alors, je pense que ça peut expliquer ça. Cela dit, ce n'est pas un pourcentage qui est si éloigné de ce que j'ai vu dans d'autres études, et j'orientais justement Lucie vers une étude du Cyrano là, qui est beaucoup plus complète sur ces questions-là. Voilà, c'est les deux choses que je voulais signaler, je crois. Parfait, merci. Est-ce Alors, que... Ah oui, c'est ça, c'est une question spécifique à l'Observatoire. Oui, voilà. On enchaîne. Parfait. Alors, la prochaine question provient de Stéphanie Blandine-Émilien qui nous dit, pardon, ça avance, je me demandais comment étaient traitées les personnes avec plusieurs caractéristiques qui pouvaient apporter une encore plus grande variété, quantité dans les difficultés rencontrées. Par exemple, une personne immigrante qui s'identifie au genre féminin, qui n'est pas francophone d'origine, avec une famille à sa charge. Y aurait-il une caractéristique chez cette répondante qui accentuerait sa vulnérabilité? Est-ce que vous avez constaté certaines de ces nuances, notamment comment une certaine caractéristique accentuait davantage des formes de vulnérabilité? J'ai bien aimé l'expression « angle mort » de Marie-Claire Saint-Louis. Merci à vous. Justement, je continuerai sur cette notion d'angle mort parce que oui, c'est certain que l'intersectionnalité des vulnérabilités, c'est quelque chose qui est ressorti comme étant, disons, un effet fort de notre analyse, mais les angles morts, lorsqu'on regarde les angles morts qui sont ressortis, là, c'est vraiment les personnes seules qu'on ne pouvait pas, qu'on ne connaissait pas leur réalité, leurs conditions de vie. Il y a aussi les personnes qui vivent en maison de chambre, hein, qu'on connaissait très peu leur réalité, mais avec la veille, ça a pu être documenté parce que les intervenants sont allés à domicile, ou même nous, on a une personne qui a participé qui habitait dans une maison de chambre et il a fallu se déplacer pour aller lui donner son per diem. On a pu constater la réalité dans laquelle elle vivait. Donc, c'est vraiment un angle qui a pu être documenté. Donc, je dirais l'isolement, c'est un aspect qui est ressorti comme étant vraiment crucial dans un contexte de pandémie, de confinement, qui vient vraiment affecter grandement là, les conditions de vie de la personne. Merci. Amélie, si tu permets, je vais un peu répondre. Je trouve que la question est très intéressante. Mais je vais me présenter Ismaël Ndiaye, secrétaire général du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Effectivement, dans notre avis préliminaire, il y a une notion qu'on appelle les vulnérabilités multiples. Et c'est pourquoi il est difficile, en fait, de proposer des solutions comme globales à certaines situations, parce qu'effectivement, une vulnérabilité peut être portée selon la situation ou le contexte dans lequel la personne est. Je pense que, comme Sandile disait, la femme, on peut être immigrante, femme, noire, habitant au quartier nord de Montréal, travailleur dans la santé, etc., etc. Et c'est pourquoi c'était important dans un deuxième temps de vraiment voir comment ces vulnérabilités s'exercent au quotidien pour pouvoir mieux soutenir ces personnes-là. Parce que si on agit juste sur le fait que la personne est une minorité visible ou travaille dans la santé, peut-être que les autres vulnérabilités, on ne va pas pouvoir en fait les atténuer. Donc, c'est clairement sorti des constats
des lectures qu'on a faites et de la veille qu'on a faite, que même au niveau des jeunes, par exemple, un jeune peut être non diplômé, présentant un trouble ou être en situation de handicap, etc. Et toutes ces vulnérabilités multiples le rendent encore plus vulnérable, je dirais plus fragile, etc. Lorsque la crise va s'estomper, etc. C'est pourquoi des solutions ciblées, spécifiques sur certains groupes là, seront très intéressantes. Merci beaucoup, Ismaïla. Oui, je compléterai en disant que la méthodologie du sondage atteint ses limites, à mon avis, à mon humble avis, pour aller repérer ces intersectionnalités-là. Je crois, mais c'est ça, c'est peut-être mes propres limites, là, mais je crois que les méthodes plus approfondies, en entrevue notamment, permettent plus de cerner ces interactions-là. Et en tout cas, c'est ce qu'on voit à travers les entrevues que l'on mène actuellement. Et pour faire du pouce aussi sur ce que disait Marie-Pierre, en fait, ce que l'on voit parmi les gens qui sont les moins nantis, qui appartiennent pour certains vraiment, qui sont en situation de pauvreté et même pour certains de grande pauvreté, de précarité, on va dire. Les plus résilients, malgré tout, sont ceux qui peuvent compter sur quelqu'un ou ceux pour qui ils comptent aussi. Alors, on voit que les plus résilients, ils ont du soutien de leurs proches, souvent la famille rapprochée, la mère, le fils, ou des voisins, ou du soutien de la communauté également. Certains ont beaucoup s'en sortent parce qu'ils ont affaire avec une association, par exemple, ils s'impliquent dans une association ou ils fréquentent certains organismes communautaires ou encore certains organismes paramunicipaux. On ne faisait pas une étude, par exemple, sur les bibliothèques, mais on nous a beaucoup parlé des bibliothèques et puis de l'importance que ça a eu quand on a fermé les bibliothèques. C'est juste un petit exemple, mais c'est pour montrer que ces éléments-là apportent du soutien et font en sorte que certains vont être plus résilients. Et on voit aussi que, il me semble, c'est ceux qui savent aller chercher de l'aide à un moment donné qui arrivent à être résilients. Alors, mais ce sont des questions vraiment très, très complexes, là. J'espère qu'on pourra apporter quelques pistes dans nos prochaines publications, mais c'est ça, ça rejoint ce que les autres panélistes mentionnaient. Merci. Passer à la question suivante. La question suivante s'adresse à Richard Gravel. La question va comme suit. Est-ce que le MTE-SS écoute vos recommandations? On parle de soutenir les organismes communautaires, mais pourtant, le PAJAC, qui est le plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire, n'est pas encore sorti après 2 ans. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Ben, en fait, est-ce que le MTS suit nos recommandations? Nos recommandations sont portées au ministre et au ministère directement. Je vous dirais que l'avantage, il faut comprendre, dans le comité consultatif, on ne peut pas partie de l'État. C'est sûr que c'est des fonds publics là, qui nous amènent, mais on est vraiment autonome dans nos recommandations qu'on fait au ministre et aux différents ministères. Après ça, bien, dans le fond, la portée de nos recommandations, je pense qu'il y a une écoute, il y a des avancées qui ont été faites en lien avec des propositions que le comité a été fait. Mais ces avancées-là sont toujours relatives à comment, et je disais tantôt, un des éléments importants du comité, c'est que ces avis sont publics. Hein, du moment où on diffuse les avis là, dans les différents milieux, mais après ça, bien, c'est aussi la société civile. Nous autres, on a un regard, on n'est pas influencé par le ministère dans nos propositions. Ils ne sont pas tenus de les suivre, mais dépendamment des différents dossiers, quand les organismes prennent nos recommandations, ils appuient leurs revendications sur des bases du comité, mais c'est quand même un comité, je vous dirais, indépendant qui a fait une lecture d'une situation et qui fait des propositions. Voilà un peu le rôle du comité. Merci beaucoup.
Une prochaine question nous provient de Karine Drolet, qui nous demande si c'est possible de revenir sur la dernière diapositive de Sandy concernant les éléments de résilience. Je ne sais pas si, Karine, tu voudrais préciser ta question en ce qui concerne les éléments de résilience. Sandy, tu nous en as glissé un petit mot là, il y a quelques instants. Oui, ben, en fait, je pense que ça m'amènerait à me répéter. Je ne sais pas si Madame Drolet veut préciser, si elle a une question ou pas, mais en tout cas, ce sont des exemples que je donnais là de résilience, le soutien de l'entourage, du réseau social, l'état de santé, etc. Mais en contrepoint, ça montre aussi les points de vulnérabilité, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une maladie chronique, par exemple, évidemment, c'est un élément qui va le fragiliser dans le contexte qu'on vit. L'isolement, je pense que les deux autres panélistes l'ont dit, c'est vraiment un facteur de vulnérabilité important. L'instabilité d'emploi aussi et l'instabilité de résidence, ce sont d'autres facteurs qui rendent vulnérables, évidemment, dans un contexte, hors contexte, on va dire, de facto, mais aussi encore plus dans un contexte de crise et de crise sanitaire. Merci. Je poserai, je pense, une dernière question. Si on a le temps, on a quelques minutes encore. Amélie? Oui, on a le temps. On avait aussi reçu une question par courriel avant le webinaire. Je ne sais pas si... Oui, en fait, on a reçu une question par courriel par M. Kevin Jutras, qui nous a aussi réécrit une question dans la question-réponse. C'est cette question-là que j'allais poser, mais je vais peut-être jumeler un peu les deux. Donc, Kevin Jutras nous demande, selon vous, le Québec et le Canada ont-ils aidé les communautés autochtones lors de la pandémie en termes d'accessibilité aux services en santé? Il nous demande aussi de nous exprimer par rapport au ratio d'individus autochtones compris dans nos échantillons, dans les différents projets. Je vous invite à répondre à cette question. Je peux y aller. En fait, on a fait un groupe de discussion spécifiquement avec des personnes autochtones, des femmes en l'occurrence, et on a aussi rencontré des intervenantes qui travaillent auprès des populations autochtones. Ce qui est ressorti, en fait, c'est dans les communautés autochtones de la Mauricie, il y a eu une augmentation de la population quand même assez rapide, puisque plusieurs personnes ont décidé de venir vivre le premier confinement dans les communautés, et ça a amené des difficultés d'approvisionnement, en fait, en termes de ressources, mais aussi avec les déplacements qui étaient moins favorisés, là où les déplacements au début, ils ne pouvaient pas y en avoir. Il y avait un manque aussi de ressources humaines pour venir gérer les conflits ou les problèmes sociaux qui pouvaient, ou les problèmes de santé qui pouvaient être vécus dans les communautés. Justement, quand j'ai rencontré le groupe de discussion, là, ils venaient juste d'avoir une situation, une crise en communauté, puis les personnes qui devaient intervenir n'avaient juste pas pu se rendre sur place. Donc, c'est vraiment un enjeu là, important qui était vécu, mais en même temps, ce qui ressortait comme constat, c'est que
les personnes se connaissent bien, donc il y avait une hyper vigilance qui se faisait entre eux parce qu'ils sont tous connectés par Facebook, donc ils pouvaient voir si une personne, par exemple, vivait une plus grande détresse, ils pouvaient facilement réagir. Un autre élément qui est ressorti par rapport aux personnes autochtones, je n'ai pas pu discuter tout à l'heure, c'est le surpeuplement dans les habitations. Et lorsque c'est encore plus compliqué lorsqu'on se retrouve avec des personnes qui doivent s'isoler dans un même logement qui est déjà surpeuplé. Donc, des témoignages nous ont parlé de 6 personnes qui se retrouvent dans une chambre, qui ne peuvent pas sortir de la chambre. Donc, ça a été vraiment des situations assez particulières qui ont pu être vécues dans les communautés autochtones. Et au niveau des, je ne sais pas si Lise elle a pu mettre les références dans les réponses là, quant aux programmes qui ont été mis en place pour les communautés autochtones. Il est dans le chat à l'instant si vous voulez plus de détails. Génial. Merci. Au niveau du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, nous, on n'a pas fait de terrain encore. Justement, c'est un des enjeux sur lesquels on veut se pencher pour la suite de la vie préliminaire. Mais ce qu'on a vu, c'est que, oui, les impacts ont été très négatifs pour des communautés autochtones. Et aussi dans la vie, on disait qu'il ne faut pas prendre les communautés autochtones comme une globalité. Là. Il y a différentes situations. Certaines communautés autochtones vivent plus dans des zones périurbaines, d'autres sont dans des zones plus éloignées. Et selon les contextes, en fait, les difficultés de la pandémie sont vécues différemment. Et un enjeu qu'une de nos membres issus des communautés autochtones nous relevait, c'était l'enjeu de l'accès aux services. Notamment l'accessibilité aux services pour faire des déclarations, par exemple, pour avoir accès à la PCU, avoir accès à certains services de soutien, etc., avec tout qui devait se faire via ordinateur et tout ça. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir avec ces communautés-là, de discuter des impacts et de bien les documenter et de ne pas juste, entre guillemets, être sur une tour d'ivoire et puis essayer de réfléchir à la place des personnes. C'est dans nos démarches-là, surtout sur le terrain, c'est ce qu'on veut faire, étudier selon les différentes localisations des communautés, selon leurs réalités. Et puis, avec ces communautés-là, essayer de voir un peu plus profondément les enjeux, les impacts de la pandémie sur ces personnes-là. Très brièvement, l'Observatoire n'a pas grand-chose à rajouter par rapport au sondage que l'on a fait sur les autres renseignements beaucoup plus riches là, que les autres panélistes ont fournis. Les personnes autochtones qu'on l'on a interrogées, qui représentent que 3% de l'échantillon, se distinguent pas souvent des autres groupes dans nos résultats, mais évidemment, il faut aller creuser plus. Je pense que la méthodologie ne nous permet pas de voir plus finement. Là. Simplement, on voyait que concernant les aides dont elles avaient pu bénéficier, qu'elles étaient significativement surreprésentées parmi les personnes qui avaient eu recours à des aides pour l'emploi ou pour la formation. Alors, voilà, ce sont des pistes à aller creuser. Là. Donc, est-ce que ça conclut les questions qu'on avait pour les panélistes? Dans le temps qui nous est imparti, je crois que oui. Bon, bien, parfait. Donc, fait que voilà, vous avez vu dans le chat, il y a eu des liens qui ont été partagés afin que vous puissiez nous partager votre appréciation de cet événement d'aujourd'hui. Donc, il y a un premier lien qui vous a été envoyé, puis un deuxième qui est votre appréciation à chaud en 2 questions. Donc, on vous invite à ouvrir ces liens avant que le webinaire ne soit fermé à 13 heures pour que vous puissiez ensuite compléter. Aussi, en fait, je vais en profiter pour remercier nos panélistes. Sandy Torres, un peu que je retrouve mes notes, Sandy Torres de l'Observatoire des Québécois des inégalités, M. Richard Gravel et
Ismaïla Nidaye du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Évidemment, notre partenaire Marie-Pierre Saint-Louis du CRSA, le Centre de recherche sociale appliquée, et aussi les partenaires avec lesquels on a organisé cet événement aujourd'hui, donc Stéphanie Milot du Consortium en développement social de la Mauricie, Lise et Amélie du Centre de recherche sociale et appliquée, et évidemment moi-même de la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Donc, on vous remercie. Si jamais que vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les adresser, puis on essaiera d'y répondre au mieux de nos capacités. Je crois que les présentations peuvent être partagées et on vous invite surtout à ne pas oublier de répondre au sondage rapidement. Et en fait, Stéphanie, elle aimerait partager le nuage de mots qui pourrait nous servir de conclusion finale. Oui, comme mot de la fin, en fait, vous êtes plusieurs à avoir commenté, partagé des mots qui vous inspirent. Qu'est-ce que vous retenez, en fait, du webinaire? Alors, je vous montre normalement à l'écran. C'est joli, hein? C'est joli. On retrouve à la fois des inspirations, des éléments qu'on retient sur lesquels peut-être on devrait encore travailler. Des remerciements. En fait, on en a eu aussi dans les commentaires généraux. Merci beaucoup. Fait que voilà. Ceux qui n'ont pas répondu au sondage parce qu'ils n'ont pas eu le temps, aux petites questions là, sur l'appréciation, ça va rester ouvert de toute façon. Là. Après, si vous conservez le lien, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, il y avait une question à savoir si la présentation vidéo serait disponible. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Bien, je peux répondre en disant que normalement, oui, on a procédé à l'enregistrement. Fait qu'à moins d'avoir certaines limites techniques, un bug technique, vous allez avoir les vidéos. Il va peut-être y avoir un petit délai, là, le temps de transférer toute la liste des participants, mais on va le rendre disponible, en tout cas, sur Internet. On va vous faire connaître à la fois les vidéos puis à la fois les présentations pourront être partagées. Bon, ben, parfait. Donc, je crois que maintenant, on va conclure officiellement et vous remercier tous et toutes d'avoir été aujourd'hui avec nous. Et on vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine et en espérant que cette pandémie soit chose du passé très bientôt. Bonne fin de journée tout le monde.